Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Plan de transformation, créer une culture d'amélioration continue. Alors, on voit que ça se connecte, donc c'est super. Peut-être pour ceux qui sont déjà là, bienvenue. Est-ce que vous pourriez nous mettre un petit message dans le chat qui se trouve à votre droite pour nous dire que tout va bien, que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien? Ça nous permettra de faire un petit, check technique, pour voir si tout fonctionne. Donc, Agnès, Benoît, Cécile, Isabelle, Osman, Patrick. Bonjour Cécile, OK. Agnès, oui, tout va bien. Osman, on vous entend, bonjour, nickel. Donc, c'est que ça fonctionne. Pour les autres également, vous nous entendez bien? Benoît, fort et clair, très bien. Bon, bah, super. Donc on va pouvoir, démarrer tranquillement en attendant également les personnes qui se connectent au fur et à mesure. Donc encore une fois, bienvenue à tous à cette conférence, sur les plans de transformation, créer une culture d'amélioration continue. Donc je suis accompagné de Franck et Antoine du cabinet Ellie Partners. Bonjour. Donc vous aurez compris, c'est eux les experts. Moi, je suis, uniquement, l'animateur. Et donc, je vais les laisser ensuite se présenter, hein, bien évidemment. Mais avant de démarrer, on aurait aimé ensemble en savoir un petit peu plus, sur vous, pourquoi vous êtes présents et que cette session soit la plus interactive possible. Et donc, on aurait aimé vous poser 3 questions, pour ce démarrage auquel vous pouvez répondre dans un même message si c'est possible. Ça permettra d'être beaucoup plus clair dans le chat. La première question, c'est dans quel business êtes-vous? Donc ici, l'idée, c'est de nous dire, bah, voilà, si vous êtes, DRH dans une boîte, du secteur industriel, toutes les informations, voilà, qui vont être nécessaires pour bien comprendre, qui vous êtes, hein, donc vous pouvez, y répondre. Et ensuite, 2e question, quel est votre obstacle numéro un pour créer une culture d'amélioration continue au sein de votre organisation? Donc ici, l'idée, c'est vraiment de nous mettre, voilà, la problématique que vous rencontrez, le sujet qui est important pour vous. Ça nous permettra en fait, bah, ensuite, pour Antoine et Franck, de pouvoir y répondre de manière assez claire et de vous donner des retours d'expérience. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre la problématique que vous rencontrez. Et dernière question, l'échéance, si c'est une priorité immédiate, vous voyez, c'est une problématique à laquelle que vous rencontrez tout de suite, à laquelle il faut, y répondre, rapidement, ou si c'est quelque chose, voilà, qui est en plutôt, pour à moyen terme ou à long terme sur lequel vous souhaitez travailler. Donc on va passer quelque temps, là-dessus, et ça nous permettra donc de voir les différentes, problématiques. Donc, hem, alors, Diane, consultante indépendante en management, d'accord Diane, mais quelle est la problématique? Voilà, mettez-nous un petit message, avec votre problématique. Ça sera beaucoup plus pertinent. Essayez de faire un même message, s'il vous plaît. C'est important. Donc ça, c'est la première chose. Alors ensuite, hem, donc Brigitte, facilitatrice en intelligence collective et animatrice de fresques. Alors j'ai Calliope pour un référentiel d'amélioration continue. Alors Brigitte, OK, mais quel est le problème que vous rencontrez? D'accord? Quelle est la voilà, le sujet aujourd'hui qui est important? D'accord, vous nous mettez juste de la curiosité d'être là. OK. Alors, Fabienne, je vais vous envoyer le bon lien. Je ne sais pas comment vous êtes atterri ici, mais je vais vous l'envoyer. Vous inquiétez pas, je m'en occupe, tout de suite. Ensuite, donc on a, Benoît, responsable Europe dans l'industrie lourde, habitude et individualisme des différents services, pas d'échéance spécifique.
Peut-être là, Franck et Antoine, est-ce que vous avez besoin d'un complément pour cette problématique? Est-ce qu'il y a besoin de, voilà, d'un sujet, de peut-être de préciser un petit peu? Ou c'est Euh, plutôt clair pour vous? Moi, ce que j'entends, c'est l'habitude. Je vois Benoît, parce que Benoît, il fait partie d'un de nos clients. Donc, D'accord. je vois le sujet. Et l'habitude, il est confronté à l'habitude et l'individualisme des différents services. Euh, donc, pour faire avancer les sujets, j'imagine que c'est assez lourd. Parce que la thématique, si je la relie à la création d'une culture d'amélioration continue, donc de faire en sorte que les gens cherchent à s'améliorer, à atteindre la performance et à faire en sorte de développer de nouvelles pratiques. Est-ce que Benoît, tu voudrais bien aussi le mettre en lien du coup avec la thématique d'amélioration continue, donc d'amener le sujet qui fait que il y a, y a des, enfin, en gros, qui est ce ralentissement où, que les gens, on va dire, ne pensent qu'à leur service. Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qui fait que ça avance pas? Ou voilà, essaie d'être, si tu veux bien, encore un peu plus clair que ce que tu l'es. Euh, ça nous aiderait pour peut-être donner d'autres inputs. Donc, Benoît, je vous laisse, voilà, compléter. On a Agnès qui est directrice transformation et projet dans un organisme paritaire. Elle dit: «Au-delà des projets, maintenir une démarche d'amélioration continue sans essoufflement. L'échéance, c'est moyen terme». Donc là, je pense que le mot important, c'est l'essoufflement, hein, pour vous, Antoine et Franck. Et quand tu parles d'essoufflement, Agnès, c'est le vôtre ou c'est celui des gens et des équipes enfin, pour lesquelles vous menez ces transformations? Et comment ça se manifeste, ces essoufflements? Si vous voulez bien nous aider là-dessus. Donc en attendant, Agnès, votre réponse, je vais passer à Tony, qui nous dit: «Coopérative laitière, je suis responsable performance industrielle du bassin 22. Depuis 2011, quelques outils de l'AC ont été mis en place sans démarche structurée. Nous avons lancé une démarche depuis 1 an. Nous sommes en mode diesel. Difficile de donner du sens à la démarche car il n'y a pas d'urgence à le faire moyen terme». Donc là, je crois que l'élément essentiel, c'est quand il n'y a pas forcément d'urgence, comment mettre en place, l'amélioration continue? Si je me trompe, Franck et Antoine, vous me dites. Ouais. C'est que l'urgence, c'est un des premiers leviers de mobilisation pour faire mieux, pour faire différemment, pour améliorer les pratiques. C'est l'urgence et les problématiques. Donc en fait, quand ça va bien et que du coup, il n'y a pas d'urgence, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour faire en sorte de réveiller, moi je vais le traduire comme ça, réveiller les consciences et amener les gens à vouloir se transformer et à suivre des plans de transformation. Donc c'est exactement cela, nous dit Tony. Donc c'est, c'est pertinent. Alors, heu Diane: «Je suis toujours intéressé par la thématique d'amélioration continue car je travaille souvent sur des projets de transformation pour mes clients, notamment la mise en place de processus ou leur amélioration». Donc, bon, bah, Diane, vous êtes à la bonne place, hein. Antoine et Franck vont pouvoir vous aiguiller, là-dessus, vous donner des recommandations, des retours d'expérience. Agnès: «L'essoufflement des équipes, très mobilisées lors de projets, mais avec une difficulté à continuer une démarche d'amélioration continue, car les personnes sont très focalisées sur les urgences opérationnelles». Mm. Donc là, c'est plus précis. Merci, merci Agnès pour cette précision. Et Stéphane, donc il faut créer l'urgence, fixer des objectifs compliqués à atteindre sans changement. Donc je pense qu'on sera d'accord, là-dessus. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour de toutes les problématiques, qui avaient été mentionnées, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Donc, je vais laisser la parole à Franck et Antoine. Pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, n'hésitez pas,
N'hésitez pas à, voilà, à mettre votre problématique dans le chat. Ce qu'on fera, c'est qu'il y aura un petit exercice à la fin où on reviendra sur vos problématiques pour que Antoine et Franck puissent vous donner des retours d'expérience et de manière individuelle. Donc, on va essayer de faire ça en fonction du temps qu'il nous reste. Donc, Franck et Antoine, je vous laisse la main pour vous présenter. Ouais, merci Pablo pour l'introduction. Bon, je vais me présenter et à la fois je vais présenter la structure. Moi, je suis le dirigeant du cabinet Eli Partner. Eli Partner, donc je suis, on va dire, l'associé principal. C'est une société de conseil en conduite du changement qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années, une trentaine d'années. La particularité, c'est qu'elle a été fondée par mon père et par le père d'un autre des associés. Je suis rentré dans la structure, moi, en 2003, sur la partie conseil, formation, management et commercial. Et au fur et à mesure, je me suis intéressé à la reprendre. Donc, je l'ai repris avec Franck, qui est ici présent, qui est aussi un associé du cabinet, et Alexandre et une autre personne qui s'appelle Lydia, qui nous a rejoint derrière. Et au fur et à mesure, on a fait évoluer le cabinet vers plus du conseil, dans le sens où on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la formation, c'est chouette, le coaching, c'est chouette, dans le sens où ça aide les gens à transformer, mais si l'organisation n'évolue pas en même temps qu'on transforme les pratiques des personnes, en fait, ils reviennent dans un environnement dans lequel ils ne peuvent pas appliquer leurs nouvelles compétences et délivrer le résultat. C'est d'ailleurs un des enseignements aussi de l'amélioration continue, c'est qu'il faut faire évoluer à la fois les personnes, à la fois les compétences, à la fois l'organisation, les processus, et également la vision des gens qui fait que ça va amener une transformation globale dans les entreprises. Et pour ça, on a 5 départements. Donc, vous allez retrouver compétences et formation qui est plutôt historique. Leadership de projet et pilotage de transformation, c'est pour aider les entreprises à redéfinir leur stratégie, mettre en lien leurs moyens et accompagner le changement, parce que souvent, le changement fait souvent un peu peur, et souvent, quand la culture du changement fait qu'il y a eu plusieurs échecs successifs, qui fait qu'il faut changer cette culture, notamment en termes du coup d'amélioration continue. Les actions sur site, c'est la partie coaching sur site pour implémenter les changements directement et faire en sorte que les gens se transforment et appliquent. Le conseil et l'audit, on va en parler quand même beaucoup aujourd'hui. Je laisserai Franck en parler puisque c'est le patron de ce département. Et puis, on a un département recrutement et placement où, sur les plans de transformation des organisations, parfois, il manque une ressource ou deux ou trois et on aide en trouvant les bonnes ressources pour faciliter le changement et notamment sur des problématiques qui peuvent être celles de l'essoufflement. Je rebondis sur une des problématiques de Agnès, de mémoire, d'avoir une personne en transition ou une personne supplémentaire, parce que je crois que vous êtes déjà en transition, en management de transition, pour faciliter et uniquement fédérer sur le changement, ça aide à fédérer les équipes et surtout à trouver l'énergie et le temps disponible pour faire avancer ces changements. Voilà, pour ma présentation, Franck, je te dis dire un mot. Oui, donc Franck Bonhomme, comme disait Antoine, je suis associé au cabinet, je m'occupe de la partie conseil et aussi un petit peu de la partie placement parce que parfois il y a des liens, vous le verrez. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'une thématique et comme cette thématique, elle peut être perçue comme parfois peut-être théorique, on va le voir. En fait, l'axe qu'on a choisi aujourd'hui, c'est de vous raconter des histoires réel, vécu, du retour d'expérience qui parle de problématiques comme ça qu'on a vécu ou qu'on implémente chez des clients. Voilà, comme ça permettra à chacun de voir une réalité. Par contre, je vois parmi les problématiques qui sont évoquées que vous pouvez avoir des problématiques qui sont assez spécifiques, ce qui est logique. Donc, je ne sais pas à quel moment on en parle. Voilà, sachez qu'au-delà de ce concept de webinaire qui est modérément interactif, si vous souhaitez qu'on ait un échange en direct, téléphone ou en visio, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous, ce sera avec plaisir qu'on analysera votre problématique spécifique. C'est le slide d'après, c'est qu'aujourd'hui on va parler d'amélioration continue. Évidemment, on va aborder certains sujets, on peut se voir à un autre moment. Et puis le mois prochain, il y aura Lydia qui nous parlera de créer des rituels qui améliorent la performance. C'est le mardi 24 septembre à 13h. Donc voilà pour le sujet. Je te laisse avancer.
Oui, donc, on parle d'amélioration continue. En fait, le concept d'amélioration continue, il est pas très récent, hein. Il a été créé dans l'industrie. C'est généralement pour optimiser un site de production, un entrepôt. Voilà, on est sur des choses un petit peu techniques avec un certain nombre d'outils que vous pouvez aller trouver sur Internet. Donc là, j'ai pris une définition sur Internet. Il y en a plusieurs, mais bon, voilà, celle-là, elle vaut ce qu'elle vaut. Ça consiste à analyser les performances, identifier les opportunités et apporter des changements progressifs au processus, aux produits, au personnel, de manière constante. En profitant des processus, votre entreprise peut gagner du temps et proposer un produit globalement meilleur. En fait, quand on lit la phrase, on voit très bien que c'est très orienté processus, produit, efficacité, je dirais technique. Voilà. Donc ça, c'est l'amélioration continue. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de culture d'amélioration continue. Alors là, pour le coup, c'est plus embêtant de trouver une définition parce que je pense que là-dessus, on peut mettre ce qu'on y veut. On n'a jamais un client qui nous l'a évoqué avec ce nom-là. Donc, finalement, le concept de culture d'amélioration continue, c'est nous qui l'avons un peu structuré pour cette conférence, mais vous allez voir, ça peut répondre à des problématiques qui finalement peuvent être très différentes l'une à l'autre. Donc, à quel moment ça pourrait être pertinent de mettre en place une culture d'amélioration continue? Alors, par rapport à notre retour d'expérience, on a trouvé que ça peut être pertinent à 2 moments. Le premier moment, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, effectivement, c'est pertinent de creuser et de voir dans quelle mesure l'amélioration continue peut être une solution au problème. Et le deuxième cas de figure, qui est plus étonnant, c'est quand ça va. C'est-à-dire, pourquoi mettre en place une culture d'amélioration continue quand on a une situation, entre guillemets, de croisière qui est satisfaisante, voilà, quel est l'intérêt de s'embêter à faire quelque chose de différent? Et donc, pour illustrer ces 2 cas, en fait, on a pris 2 histoires qui sont chacune dans ce cas de figure. Donc, la première histoire, on va vous parler d'un client avec qui on travaille, qui est plutôt une ETI industrielle dans un site de production. Et non, Benoît, c'est pas toi. Et la deuxième, c'est un service IT d'une très grosse société. Voilà, donc 2 typologies d'entreprises différentes. Voilà. Donc la première histoire, un client vient nous voir en me disant, ben voilà, moi j'ai un site de production. Je voudrais optimiser les coûts parce que je pense qu'on n'est pas bon. Je pense que les flux machines ne sont pas pertinents. Donc je veux diminuer mon coût unitaire de production. Donc on est vraiment dans la définition de l'amélioration continue que je vous ai montré. Donc, dans cette optique-là, on lui dit, pas de souci, on va résoudre ton problème. Et donc, ce qu'on a fait avec lui, on a créé une démarche, on va dire, en 3 étapes. Et là, je vais reprendre le carburant, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé de mot diesel, donc je vais prendre ce carburant, cette image-là. On a dit, OK, donc d'abord, on va faire une analyse très technique, très statistique, avec tous les capteurs qu'on peut trouver dans des sites de production, avec un consultant sur un temps donné. Donc, ce que la personne a évoqué, en fait, donner l'urgence. C'est-à-dire que le consultant, il vient pendant 3 mois. Voilà, il travaille pendant 3 mois sur cet aspect-là. Ensuite, on dit au client, une fois qu'on aura fini ça, qu'on aura analysé et qu'on pourra te faire des préconisations sur l'amélioration continue, on passera en mode ce qu'on appellera run, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui va rester plusieurs mois chez toi pour faire vivre, on va dire, tout ce qui aura, enfin, les innovations, les process, les améliorations, enfin voilà, tout ce qui aura pu être détecté dans la période qu'on appelle nous build. Voilà. Par contre, il ne faut pas que ce soit la même personne, parce que c'est des profils qui sont très différents, mais il ne faut pas que ce soit la même personne. Donc, le premier, c'est un consultant pur et dur sur l'analyse, l'audit, les préconisations, les process, mais qui, lui, n'aime pas faire le run. Et par contre, derrière, nous, on va te trouver un consultant qui va tenir, entre guillemets, les améliorations pendant X mois. Mais c'est mieux que ce soit quelqu'un d'extérieur. Donc là, c'est la partie placement qui a trouvé ce profil-là.
le temps que ça s'infiltre, entre guillemets, dans l'entreprise. Et à l'issue de cette période-là, on passera en phase 3, c'est-à-dire que lui-même, en interne, il va recruter ou promouvoir quelqu'un qui, effectivement, sera garant de la continuité. Cette démarche-là, je la précise parce que souvent, effectivement, on a tendance à l'oublier. Soit on veut internaliser trop rapidement, soit on veut le même profil pour faire les audits et le suivi. Or, c'est pas les mêmes profils, c'est pas les mêmes motivations, c'est pas le même degré d'urgence. Dans la phase 1, il faut un profil, alors, je vais dire turbo. Dans la phase 2, ce sera un profil plutôt essence, c'est-à-dire je fais du run, mais je suis externe d'entreprise. Et puis, alors je vais reprendre le mot je crois que c'était une dame. Après, on peut passer en profil diesel, effectivement, avec quelqu'un qui est à l'interne et qui est en charge de faire vivre ça sur la durée. Donc là, on est en phase build. Là, on est au milieu de la phase build. Et donc, notre consultant, effectivement, il est allé sur le site, il a fait ses premières analyses, il a fait des jolis tableaux de suivi, voilà, sur des éléments métriques. Alors, on vous met des éléments, mais comme c'est un peu confidentiel, bon, on a été un peu light quand même. Et puis, on fait le point avec lui sur la durée. Et à un moment donné, il nous dit, non, mais en fait, ça va pas marcher. Si on se limite à faire l'amélioration continue, ça ne va pas marcher. Parce que le gain que le client veut, il sera minime par rapport à ce qu'il attend. Il y a une partie humaine, organisationnelle, pilotage de management, que je suis en train de constater, qui est finalement majoritaire dans la perte d'efficacité. Donc, s'ils ne mettent pas en place une culture d'amélioration continue, toute la partie technique, dans 6 mois, elle ne sert plus à rien. Et donc, on est allé voir le client, on lui a dit, voilà, on a commencé sur le périmètre que tu nous as demandé, mais finalement, on s'aperçoit qu'il y a une structure organisationnelle à revoir, il y a un système de management et de pilotage à revoir, parce que tu es dans un processus, ce qui est logique, très d'exécution. Et donc, en fait, tous les gens sont silotés par rapport à leur mode de fonctionnement. Il n'y a pas d'initiative, même si ils ont des idées, c'est pas naturel pour eux de les émettre. De toute façon, le management n'en attend pas. Donc, en fait, il faut réellement qu'on analyse effectivement aujourd'hui les freins qu'il y a dans ta structure organisationnelle pour te préconiser des éléments qui permettront de faire vivre les process. Et c'est pour ça qu'effectivement, on est passé avec lui, avec son assentiment. Effectivement, vous voyez les 3 items suivants qui n'étaient pas prévus initialement, qui est de dire non, on va regarder le système de management, on va regarder finalement les fonctions, les gens, l'état d'esprit et puis l'organisation fonctionnelle. Et donc, je vous donne un exemple pour comprendre ce qu'il pouvait constater. Il m'a dit, alors voilà, tu comprends, il y a des machines, bon, donc c'est à la suite, il y a des goulots d'étranglement, tout va bien. Et il y a des machines qui sont en aval de certains goulots d'étranglement, et par exemple, tu as un technicien qui est censé faire fonctionner la machine. Mais comme il y a un goulot d'étranglement, en fait, sur 8 heures, il travaille 4 heures et il attend 4 heures. Et son chef, ça ne le gêne pas, parce qu'il ne faut pas de problème. Et lui-même, il ne propose pas de faire autre chose pendant ce temps-là. Donc, il dit, on peut faire tous les process qu'on veut. Si leur état d'esprit, il n'est pas lié sur un système un peu plus agile en disant, si, on va optimiser aussi notre mode de fonctionnement humain et puis encourager les initiatives, c'est sûr qu'effectivement, les process seuls n'y suffiront pas. Voilà, donc cette histoire, elle est effectivement la conclusion qu'on en tire pour l'instant, même si on est en cours de mission, c'est de se dire qu'effectivement, si on part sur un système où on veut uniquement analyser des éléments techniques, mettre en place uniquement des process, et qu'on ne prend pas en compte une dimension qui finalement, je pense qu'on va aller un peu sur de la conduite du changement, parce que dès qu'il y a ces parties-là, si on ne prend pas un peu de conduite du changement dans l'amélioration continue, en fait, le constat qu'on fait, c'est qu'on va à l'échec. Alors, je ne sais pas ceux qui ont déjà commencé, je sais qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils avaient mis en place, mais s'il n'y a pas cette dimension-là, avec l'aval, évidemment, du donneur d'ordre, et puis une méthodologie qui est adaptée à ce système-là, nous, notre retour d'expérience, c'est qu'effectivement, l'amélioration continue qui est souhaitée par le client initial, en fait, n'aura jamais les effets escomptés. Voilà, donc ça, c'était une première histoire
qu'on voulait vous raconter, qui part d'un constat des on a quelque chose qui va mal, on a des indicateurs, merci de travailler sur le fait que ça aille bien. Constat, c'est OK, on peut travailler sur les process, pas de souci. Si vous ne travaillez pas sur les RH, le mindset et je dirais l'intelligence collective, finalement, vous êtes toujours dans un process d'exécution, ce qui est très dur dans un site de production parce que c'est un peu naturel, c'est très normé. Finalement, vous n'aurez jamais des résultats qui iront dans le sens de ce que vous voulez. Et donc, ce qu'il faut, c'est créer cette culture. On ne cherche pas l'amélioration continue, on cherche la culture de l'amélioration continue pour que cette amélioration continue soit récurrente dans le temps. Voilà, c'était un peu la première histoire qu'on voulait vous raconter. Alors, attendez, mais pas encore. Excusez-moi, trop vite. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir ou si on vous raconte la deuxième histoire. Mais je vous raconte la deuxième histoire et après vous réagirez sur celle qui vous parle. Deuxième histoire, alors on est avec Antoine. Et puis, donc, on fait de la prospection quand même, c'est un peu aussi notre métier. Et on a un rendez-vous avec une personne là, qui dirige un service informatique dans un très grand groupe. Très bien. Bon, on discute avec lui, on fait connaissance, on parle. Il nous raconte ce qu'il fait, son service, parfait. Et on lui dit, alors, c'est quoi votre problème? Il me dit, j'ai pas de problème. Alors, franchement, tous mes indicateurs sont ouverts, le service va bien, j'ai des gens hyper compétents. Franchement, les mecs, ils bossent beaucoup. Enfin, moi, j'ai un service qui est super. Ah, oui, d'accord. C'est un peu étonnant que vous perdiez une heure à ce qu'on se voit. Puis on discute, on creuse avec Antoine et tout. Puis à un moment donné, il me dit, ouais, en fait, mon service, il va bien, mais c'est pas suffisant. Ah, et pourquoi? Parce qu'en fait, on est une grosse boîte, on a besoin de compétences pointues, donc les attirer et puis surtout les garder. Sauf que toutes les compétences dont on a besoin, eux, ils veulent aller dans les startups, ils veulent pas venir chez nous. Puis même s'ils viennent chez nous, ils partent au bout d'un an ou deux. Donc, pourquoi ils partent? C'est parce que finalement, ça ronronne un peu. Voilà, on fait des trucs, c'est très bien, mais avec notre inertie de grosse structure, ça ronronne un peu. Donc, ce dont j'ai besoin, c'est qu'on crée plus une dynamique intellectuelle, c'est-à-dire qu'on les challenge, que ça bouge, et qu'il y ait justement cette culture, alors lui, il n'a pas appelé amélioration continue, mais cette culture de l'innovation, qu'elle soit perpétuelle, j'aimerais la mettre en place. Et aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire, mais j'en ai besoin pour garder mes talents. On parle de culture d'excellence. De culture d'excellence, voilà. Et donc d'améliorer la culture d'excellence aussi dans son organisation. Alors voilà, et donc, alors tu peux passer. Donc, ce qu'on a fait, voilà, celui-là, oui. Ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, voilà, on a fait un peu un audit de son service, on a discuté avec tout le monde, on a pris quelques grandes thématiques qui nous permettaient de comprendre sur l'organisation, la motivation, le mode de fonctionnement interpersonne et un peu interservice, même si on travaille que sur un service. Et puis, on a même fait, à droite, on a même fait des 360 sur la relation entre les gens. Et ensuite, on a fait effectivement un premier bilan avec lui. Et on lui a dit, en fait, il y a un premier problème qu'on doit régler d'abord, avant de régler le problème que vous voulez mettre en place. En fait, le premier problème, c'est vous. C'est qu'en fait, vous voulez mettre en place une culture d'innovation, mais votre mode de fonctionnement vis-à-vis de vos collaborateurs, il est en inadéquation totale avec ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes plutôt introverti, un peu rigide, donc très compétent, mais finalement, cette dynamique-là, si vous ne l'impulsez pas, on peut faire tout ce qu'on veut avec vos équipes, ça ne marchera pas. Et donc, il a accepté. Et donc, c'est vrai qu'on lui a dit, il ne faut pas être pressé, on va faire les choses dans le temps. Donc, dans un premier temps, on va d'abord travailler en individuel avec vous sur deux choses. Un, ce que vous avez envie de faire, donc ce qui pourrait être mis en pilotage management. Et deux, sur votre posture, votre relation à l'autre, votre ouverture et votre mode de communication. Voilà. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on ne va pas passer à la suite. Et donc, on est parti sur effectivement un coaching qui a duré 2 mois d'ailleurs et qui vient de s'arrêter. Et donc là, effectivement, maintenant, les conditions sont bonnes pour qu'on puisse avancer sur la suite, hein, c'est-à-dire là, l'organisation,
des ateliers effectivement d'émulation et d'innovation là qui vont arriver. Et dans un troisième temps, parce qu'il y a toujours une interaction interservice, mais c'est une grosse boîte. Dans un troisième temps, on verra effectivement si on ne peut pas répliquer ça à l'ensemble du département, parce que finalement, ils travaillent quand même les uns avec les autres. Mais bon, dans les grosses structures, il faut y aller pas à pas. Voilà, donc ça, c'est un peu les diagnostics. C'est des exemples de diagnostics ou de préconisations. On met toujours les facteurs clés de succès par rapport à sa problématique, ce qu'on appelle les points de vulnérabilité, et puis après des éclairages, c'est-à-dire des préconisations qu'on va lui donner pour avancer sereinement. Voilà, donc deuxième exemple, c'est effectivement le constat qu'on en tire, c'est que si quelqu'un veut aller dans une démarche d'amélioration continue, en fait, lui-même doit incarner cette démarche. Sinon, ça ne transpirera jamais aux équipes et on peut mettre en place tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, dans les produits de conduite du changement, vous avez toujours ce qu'on appelle un sponsor. Alors là, dans la culture d'amélioration continue, c'est plus un sponsor, c'est je dois incarner cette culture si je veux la transmettre à mes équipes, que ce soit dans les recrutements ou dans les échanges que j'ai avec eux. Voilà, donc deux conclusions qu'on a faites. La première, c'est attention, quand on est sur le process, l'organisation humaine, si vous ne la prenez pas en compte, ça ne marchera pas. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, même quand tout va bien, ça peut générer un ronronnement qui, à un moment donné, va être néfaste pour l'entreprise. Donc, c'est très bien de mettre en place une culture d'amélioration continue par nature et pas par problème. Sauf que il faut que le dirigeant incarne et assume d'incarner cette culture d'amélioration continue. Voilà, donc deux histoires qu'on voulait vous raconter, plutôt que d'être dans la théorie, de dire voilà, on a pris deux cas particuliers qui sont très différents, qui ne sont pas dans le même secteur, qui ne sont pas des entreprises de même taille, avec des personnes qui n'ont pas du tout la même personnalité, qui n'ont jamais fait une demande de culture d'amélioration continue telle qu'elle, sauf qu'au final, la conclusion fait que c'est ce qu'ils attendaient. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à le matérialiser. Donc, dans certains cas, je dirais qu'il faut peut-être creuser auprès de la personne. Est-ce que c'est le mot culture d'amélioration continue qui va lui parler ou pas? Je ne sais pas. Mais la philosophie, elle est là. C'est-à-dire, on ne peut pas aller dans l'amélioration continue de manière ponctuelle. Si il n'y a pas quelque chose qui change dans la manière dont fonctionnent les gens dans la structure, ça ne se pérennisera jamais. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est notre retour d'expérience avec nos clients. Il fallait toujours un escalier par le haut. Donc, si on veut créer une culture d'amélioration continue, c'est important que celui qui veut la porter, finalement, montre l'exemple, fasse des choses de son côté, montrer en quoi il est en train de changer, en quoi il cherche aussi l'amélioration continue pour lui-même, pour ses équipes, avant de demander aux autres de le faire. Moi, dans ce que tu as dit, j'ai entendu ça aussi. Non, et puis on a pris ces deux cas volontairement pour dire que de ce qu'on en perçoit, la culture d'amélioration continue, ça ne doit pas obligatoirement être mis en place pour résoudre un problème précis, mais c'est plutôt une volonté finalement d'avoir une structure apprenante qui favorise finalement l'initiative, où les gens s'épanouissent un peu plus de notre point de vue, parce que déjà, leur parole est prise en compte. Le système de management et de pilotage intègre cette dynamique justement de prise en compte des idées, des innovations de chacun et la matérialise, ce qui fait que les gens ils ont aussi l'impression de servir à quelque chose au-delà de leur côté exécutif, fiche de poste. Et aujourd'hui, voilà, on est dans des structures où il y a plein de gens qui, entre guillemets, veulent la liberté d'être indépendants, mais ils aiment bien aussi travailler dans une organisation. C'est comment on leur donne ce sentiment de se dire tu es utile, tu sers à quelque chose, et puis finalement, ta contribution à l'entreprise, elle est au-delà de ta fiche de poste. Voilà, c'est comment on arrive à intégrer ces cultures-là dans les organisations actuelles. C'est pas simple, il y a des inerties. Il faut commencer par des petits succès et pas vouloir tout faire d'un coup. Enfin, c'est aussi la préconisation qu'on fait. Mais je pense que pour certaines entreprises, c'est aussi un facteur de survie ou de rétention des meilleurs salariés. Voilà. C'est un peu le message, voilà, en tout cas, c'est un peu le retour d'expérience que nous, on constate par rapport à nos clients ou les gens qu'on côtoie. Okay.
Merci Franck. Voilà, c'était un peu les 2 histoires que je voulais vous raconter. On a mis un slide question. Donc, si vous avez des questions, voilà, sur ce qu'on vous a présenté ou des questions qui peuvent venir en tête, n'hésitez pas à les marquer dans le chat. Sinon, ce qu'on se propose de faire, c'est aussi de revenir sur vos problématiques que vous avez formulées en début de conf, de webinaire. On va en prendre quelques-unes. Il y en a une qui est revenue plusieurs fois quand j'ai regardé. C'est le sujet. Là, je vois, il y a Agnès qui. Alors, on a une question. Il y a Tony qui nous pose la question. Comment vous mesurez la culture AC? Alors, sachant que Tony, si j'ai bien compris, vous êtes dans une coopérative laitière. Vous êtes directeur de la performance industrielle. Et j'essaie de reprendre l'endroit où c'est marqué. Vous avez mis en place des outils de l'amélioration continue depuis 2011, sans réelle démarche structurée. Et vous avez relancé une démarche depuis 1 an, vous êtes en mode diesel, difficile de donner du sens à la démarche, car il n'y a pas d'urgence à le faire. Et en même temps, vous vous posez la question de comment vous mesurez la culture de l'amélioration continue. C'est une bonne question. C'est une bonne question, ouais. En fait, moi, un des principaux sujets que je vois dans la culture de l'amélioration continue, c'est la capacité des gens à remettre en question, donc à mesurer de manière récurrente les résultats, la performance qu'ils ont fait, la performance des équipes, la culture. Donc, en général, quand on démarre une mission comme ça, on fait un diagnostic culturel, donc centré sur l'amélioration continue. Et dans ce diagnostic culturel, c'est Franck en avait présenté une partie, il y a les mythes, il y a les rites qui sont là, il y a les routines qui sont là, il y a la structure organisationnelle, comment est-ce qu'elle a été faite, comment elle a été pensée, est-ce qu'elle a bougé. Il y a les systèmes de contrôle, il y a les symboles aussi, de pouvoir par exemple. Et tout ça, ça va faire en fait, ça va permettre de mettre des mots en fait, sur la façon dont les gens vivent cette culture de l'amélioration continue et comment elle est déjà mise en place dans votre organisation et qu'est-ce qui marche pas. Et à ce moment-là, en fait, on va pouvoir mettre des mots sur comment l'entreprise, l'organisation, l'équipe, ça peut se faire à différents niveaux, vit le fait qu'on leur demande de faire mieux, autrement, différemment, d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, et on va les aider à regarder qu'il y a des éléments à l'intérieur sur lesquels ils ont du pouvoir, d'autres pas. Il y a des facteurs externes, type pluie, verglas, élection, machin, qui fait que du coup, ça impacte les résultats. Il y a la culture interne, les facteurs internes qui sont la politique, par exemple RH, la politique qualité, la politique, tout ce qui est de manière interne, sur lequel ils n'ont pas non plus de pouvoir. Et donc, ce sur quoi ils ont vraiment du pouvoir, c'est l'activité des gens. L'activité de leurs équipes, l'activité du management s'ils sont un rôle de direction. Et à ce moment-là, de les amener à regarder sur cette culture de je fais mieux, je fais différemment et les résultats que ça produit, quelles sont les choses qui sont à changer, notamment en termes d'organisation du temps, en termes d'orientation client, d'orientation produit, en termes de qualité de travail, en termes de quantité de travail. Parce que ça, c'est des indicateurs et c'est des éléments sur lesquels ils ont la main. Enfin, pour essayer de répondre un peu précisément à la question, en fait, il y a culture, puis il y a amélioration continue. Donc, culture, ça veut dire ça vit dans le temps. Amélioration continue, ça veut dire il y a des choses qui vont mieux. Donc, de manière très synthétique, je dirais, on doit pouvoir le mesurer dans le temps avec un premier niveau d'indicateurs qu'on va appeler des indicateurs de performance. Donc là, par exemple, prenons le premier cas de figure, finalement, le client, il sait combien lui coûte chaque produit. Donc, il verra très bien si le coût unitaire baisse. Et puis, il verra très bien si le coût unitaire baisse dans le temps. Donc, ça, ces indicateurs de performance, ils sont mesurables. Et après, si c'est des indicateurs sur voilà, est-ce qu'il y a vraiment cette culture qui a changé, qui fait que les gens se sentent mieux,
Là, ce serait plutôt des critères RH, on va dire, qu'on va prendre en compte. C'est la capacité d'attractivité de la société, la capacité de rétention de la société, la manière dont se passent les retours des entretiens annuels, les baromètres RH. Donc oui, enfin, je pense qu'il y a des éléments qui doivent permettre de mesurer quand même de manière directe ou indirecte le fait qu'il y ait des changements qui se sont opérés dans l'entreprise. Et je pense que c'est sain d'ailleurs de pouvoir les mesurer. Et Tommy, vous répondez, donc la plupart des diagnostics d'amélioration continue sont basés sur la présence et la maturité des outils de l'amélioration continue et peu sur les états d'esprit. Oui. C'est exactement ce que le premier exemple, c'est qu'effectivement le client il nous a bien demandé, allez, quelque chose qui est plus outil, méthodologie, process. C'était sa demande initiale. Et donc, on a appliqué sa demande initiale. À un moment donné, comme nous, on est aussi un peu conduit du changement, enfin, notre consultant, il a dit, c'est pas possible. Si on se limite à ça, la mission n'aura pas le succès escompté. Après, charge à nous de revenir voir le client, parce qu'on a besoin de son accord pour lui faire l'état de nos premiers de nos premiers audits et puis surtout des préconisations. L'idée, c'est que quand on donne une problématique à un client, normalement, enfin tous les consultants qui sont là, notre rôle, c'est aussi de dire, bah voilà les préconisations qu'on fait. Donc, la préconisation qu'on a fait, vous l'avez vu, c'est de mettre d'autres critères d'analyse et de travail que les 3 premiers. Donc, c'est pour ça que les 3 suivants, on les a mis. Et on avait besoin de sa validation pour pouvoir travailler sur ces 3 critères, puisque forcément, on n'allait pas poser le même audit, on n'allait pas avoir les mêmes personnes, pas pour leur poser obligatoirement les mêmes questions. On allait creuser sur certains éléments. Donc, on a étendu le périmètre de la mission parce qu'on pense que c'est pertinent. Après, il faut que le client soit d'accord. Voilà, à nous de le convaincre. On a aussi Agnès qui rebondit. Merci Agnès. Ce qui, dans mon expérience, a parfois été compliqué dans la mise en place de l'amélioration continue, c'est de sortir des cloisonnements. Les processus sont transverses et nécessitent de sortir des cloisonnements verticaux entre métiers. Ouais, alors elle a raison, et c'est pour ça. Alors là, je prends le deuxième exemple. Parce que dans le deuxième exemple, finalement, notre service, il est dans son département. Donc, en fait, il a des interactions avec les autres. Donc, on aurait pu dire, oui, mais bon, on va essayer de convaincre d'abord tout le département de basculer avant que… comme ça, on fait tout en même temps. Et en fait, il y a une inertie. Plus vous allez sur un périmètre grand, plus l'inertie est grande. Et ce qu'on a perçu sur d'autres missions, c'est qu'effectivement, quand on travaille, même si ce n'est pas parfait, mais sur une entité ciblée, et qu'effectivement, il y a des résultats, étonnamment, vous avez les autres services qui sont curieux et qui regardent ce qui se passe. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à les mobiliser. Et donc, malheureusement, vouloir commencer par le parfait, notre expérience nous fait dire que en fait, ça commence jamais ou il y a trop de freins. Voilà. Donc, oui, peut-être commençons sur quelque chose qui n'est pas parfait. Oui, on sait qu'il y a des interactions qu'on ne traitera pas parce qu'on ne traite qu'un périmètre donné. Mais déjà, sur ce périmètre, vous avez des premiers résultats et qui sont, entre guillemets, montrables, vous allez pouvoir basculer peut-être sur les autres entités. Mais vouloir tout faire d'un coup, au début, c'est trop gros, c'est trop lourd, il y a une trop grosse inertie. Je reprends la personne qui disait le diesel, ça bouge pas assez vite. Et donc, finalement, tout le monde se lasse parce qu'en fait, on ne voit pas de premiers résultats. Voilà. Donc, nous, on a tendance à dire, il y a un escalier, faisons marche par marche. Voilà. C'est un peu la préconisation qu'on fera. Vous avez des petits succès, ils vont engendrer des moyens succès, et puis peut-être qu'ils engendreront des gros succès. Il y a aussi un point, c'est que même dans le premier exemple, il y a le projet amélioration continue, mais on améliore aussi je sais pas comment, le décloisonnement, pour répondre à Agnès, du site de production, parce qu'en fait, il y a plusieurs fonctions. À côté, il y a la supply, il y a la direction technique, il y a l'amélioration, le contrôle qualité, il y a le laboratoire. Il y a plein d'autres services qui, effectivement, concourent au fait directement de la performance du site de production. Et effectivement, l'amélioration continue du site touche les autres services, touche les autres métiers. Et une des pistes qu'on a explorées et qu'on continue d'explorer avec ce client, c'est de faire travailler les gens entre eux
sur les processus, activités, cœur de métier, en les aidant à décomposer ça en RACI. Et on fait des réunions inter-services, inter-ateliers, inter-direction pour les aider à regarder quels sont les impacts les uns et les autres dans l'ensemble du processus et de l'activité à générer, et de les aider à clarifier les rôles et les responsabilités, qui fait que ça amène aussi de l'amélioration. Alors là, on va pas dire continu, mais en fait, on va dire que c'est continu parce qu'en fait, on fait ça année après année. C'est un client qu'on a depuis longtemps, et dans un objectif d'améliorer la productivité je veux dire, de ce qui est fait. Ouais. Alors là, c'est un peu différent parce que la demande, c'est effectivement la collaboration interservice. Donc la Mais demande était en fait, un peu différente. Voilà. En fait, tout est lié. C'est très juste. C'est qu'à un moment donné, quand on améliore à un endroit, parfois on est heurté au fait qu'il y ait d'autres directions, d'autres systèmes, d'autres processus aussi qui viennent impacter cette mission d'amélioration continue. Et c'est vrai que la culture du coup de l'amélioration continue, il faut arriver à la porter aussi dans les autres services et que ça devienne un sujet d'entreprise. Voilà un des points. Je vois l'heure passer, il est 13h45, il va falloir qu'on rende bientôt l'antenne. Merci Pablo d'être venu. Ce que je vous propose, bon là évidemment on ne peut pas répondre à toutes les questions. Ce que je vous propose, c'est de prendre rendez-vous. Hein, vous avez un lien avec nous pour pouvoir voilà, nous partager peut-être plus en amont, plus en détail, on va dire, vos sujets, vos problématiques. On cherchera à vous contribuer et à réfléchir avec vous. Voilà, c'est ça qu'on peut vous apporter à la suite de ce webinaire. Je vous remercie. Alors, j'avais une dernière question, puisque alors là, elle est vraiment d'ordre purement logistique, parce qu'on se pose toujours la question avec Pablo. Dites-nous si cet horaire-là, c'est un horaire qui vous convient par rapport à votre mode de fonctionnement. S'il y a d'autres horaires que vous auriez préférés, voilà, nous, ça permet aussi de planifier nos conférences à des horaires qui arrangent les gens. Voilà, donc juste cet aspect technique. Oui, vous pouvez mettre ça sur le chat, comme ça on pourra regarder vos réponses et puis voir voilà, ce qui convient le mieux en fonction de ce qui est possible. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Franck et Antoine, je coupe l'événement, j'attends les différentes réponses et comme ça, on pourra extraire tout ça et voir si les horaires conviennent. Super. Super. Oui. Merci beaucoup pour votre présence, vos questions, votre implication. Voilà, c'était enrichissant aussi pour nous. À bientôt. Et Stéphane, j'ai vu ton message dans l'inscription.